Salut, c'est Yoshitsune. Bienvenue sur la chaîne La Voix du Guerrier Intérieur. Dans la précédente vidéo, on a parlé de la montagne sacrée. J'ai pas voulu rentrer dans les détails, pas faire une vidéo trop longue. Du coup, voilà, je voulais faire cette partie 2 en quelque sorte, pour rentrer un peu plus dans les détails pour ceux que ça intéresse. J'aime pas trop... Attendez, je me fais attaquer par un temps. J'aime pas trop comment dirais-je, voilà, étaler le savoir juste pour montrer que j'ai des connaissances. J'aime pas trop l'idée que les gens s'abreuvent de connaissances juste pour accumuler en fait des connaissances et pas s'en servir. Moi, mon mot d'ordre, c'est vraiment l'utilité pratique, concrète et utile dans la vie de tous les jours. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça nourrira surtout en vous l'envie de travailler sur vous-même. Ça nourrira l'envie d'en savoir plus pour travailler sur vous-même, je veux dire. Que ce soit auprès de moi, dans mon école de Reiki, ou juste chez vous, de votre côté, en plus du travail que vous faites certainement déjà. Je n'en doute pas. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que la montagne sacrée est à la fois un lieu physique, ou des lieux physiques, il y en a plusieurs sur Terre. C'est à la fois un symbole du macrocosme et un symbole du microcosme. On a dit que la plupart des représentations découpaient le monde en 10 sphères. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de représenter le monde. En fait, le réel peut être découpé d'une manière, d'un nombre de manières infinies. Seulement, il y a des êtres qui ont atteint l'éveil et qui ont transmis une représentation du monde qui, selon eux, est utile pour s'élever. Bien sûr, c'est comme n'importe quel outil, au bout d'un moment, il doit être dépassé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont suffisamment élevées pour ne plus avoir besoin de cette représentation. Peut-être qu'ils en utilisent d'autres. Peut-être qu'ils en utilisent plus du tout. Et le fait qu'il y en ait plusieurs qui pourraient se contredire vu de l'extérieur ne veut pas dire que cette contradiction ne peut pas se résoudre à un certain point de vue. Donc voilà, je vous propose une cosmologie qui est utile dans le cadre du travail tel que je le pratique et que je le transmets. Donc j'utilise principalement le symbole de la montagne, inspiré de la tétractys, hein. C'est comme ça qu'on la connaît en Occident. Donc c'est une sorte de montagne avec 10 sphères qui sont superposées par étage. Donc tout en bas il y a 4 sphères, au-dessus il y en a 3, encore au-dessus il y en a 2, et tout en haut il y en a une. Donc que représentent ces sphères? Alors tout en bas, les quatre points, les 4 sphères représentent les 4 éléments. À l'étage du dessus, les 3 sphères représentent les 3 forces alchimiques, donc le soufre, le mercure et le sel. Encore au-dessus, les 2 forces représentent la dualité cosmique, hein, que souvent on connaît sous le nom du yin et du yang, hein, donc voilà, le principe masculin et le principe féminin. Et tout en haut, on a le principe unique, la source. Donc dans les temps anciens, avant que ça ne dégénère, les francs-maçons appelaient ça l'œil qui voit tout, hein, c'est celui qu'on voit sur les billets américains aujourd'hui. Rien de satanique à l'origine. Je n'ai pas envie de me lancer dans ce genre de considération, mais voilà, il faut savoir que tous les symboles un peu occultes que certaines sociétés secrètes ou je ne sais quoi emploieraient aujourd'hui ne sortent pas de nulle part. Ils ont un sens tout à fait légitime à l'origine, même s'ils ont pu être repris et détournés par différents groupes. Donc il ne faut pas y voir là forcément quelque chose de mauvais.
même si de nos jours ça nous rappelle vite des choses un peu sombres. Enfin bref. Donc ça c'est quelque chose qui représente voilà, les différents plans du monde, les différentes parties de vous. Les 4 éléments en vous, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, ou l'air et le feu, ouais, l'air et le feu, pardon, ça représente du coup 4 plans qui sont vraiment en fait les plus bas, sans jugement de valeur, hein, c'est leur situation géographique si on peut dire. Donc l'élémentaire, qui est la sphère, la dernière sphère, la plus basse, c'est ce qu'on appelle, c'est tout simplement le monde physique ou votre corps physique. Donc encore une fois, hein, chaque sphère représente à la fois un plan d'existence et une partie de votre être, vu que votre être traverse tous les plans d'existence. Donc je ne vais pas préciser à chaque fois, je vais juste parler de vous, parce que c'est ce que vous connaissez le mieux. Hein. Si je commençais à vous parler de plan astral, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais c'est le monde des émotions. Par contre, si je vous dis vos émotions, vous savez de quoi il s'agit. Donc je ne vais pas vous parler des différentes sphères comme lieu, comme plan d'existence dans le monde. Je vais parler de ces 10 sphères, de leurs reflets au sein de vous. Donc voilà, l'élémentaire, c'est la première sphère, donc tout en bas, c'est le corps physique. La suivante, c'est... Excusez-moi, j'ai été coupé. Il y aura certainement une petite coupure dans la vidéo. Donc j'en étais où ? Je venais de finir la première sphère, donc la seconde sphère qui est représentée par l'élément R. Ça représente le monde, le plan énergétique. Donc vous connaissez tous les méridiens par exemple, hein, qu'on utilise en acupuncture et en médecine chinoise de manière générale. Toutes les sciences un peu chinoises comme ça, elles emploient beaucoup ce plan-là. Le feng shui par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc le feng shui c'est quoi ? C'est organiser l'intérieur d'une maison par exemple, selon la connaissance des flux énergétiques, pour être sûr que les bonnes énergies circulent dans votre maison et éviter toutes sortes de maladies, de mal-être. Donc ce plan-là, il se trouve en parallèle du monde physique. Hein. C'est pour ça que, par exemple, certaines formes, certains objets doivent éviter d'être dans une maison, parce que du coup, le plan physique, il va influencer le mouvement de l'énergie sur le plan énergétique. Donc les deux, ils sont quand même très intriqués. C'est un peu comme un contenu et un contenant, hein, donc de l'eau dans un verre par exemple. Tandis que les plans suivants, ils sont déjà beaucoup plus subtils et un peu plus déconnectés du monde physique, parce que la troisième sphère, donc le plan de l'eau, c'est le monde astral, comme certains aiment à l'appeler. On va dire, pour vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est vos émotions. Donc en fait, sur le plan émotionnel, comment dirais-je ? Vous savez, quand vous êtes en plein rêve, la réalité qui est autour de vous est projetée par votre conscience, en fait. C'est-à-dire que le monde dans lequel vous êtes est fait de la substance de votre propre psychisme. J'en parlais la dernière fois, hein, au fond de nous, il y a une essence, une étincelle divine, et cette essence, elle sert de matière première pour tout votre être, en fait. Et plus elle est enfermée dans l'ego, moins elle est disponible pour elle-même, pour jouer ce rôle d'étincelle divine. Et notamment, quand vous rêvez, cette substance, elle sert à générer le monde de vos rêves. Alors là, en l'occurrence, c'est pas forcément néfaste, parce que ça peut être l'essence elle-même qui s'exprime. L'essence s'exprime énormément à travers les rêves. Vous n'êtes pas sans savoir que les rêves sont symboliques, et quand vous étudiez le sens, on va dire un peu secret des symboles, le sens ésotérique des symboles,
le moindre rêve le plus anodin, même être posé chez soi devant son ordinateur dans un rêve, devient soudainement un symbole riche d'enseignement et de sens. Quand on connaît le sens des symboles. Là par exemple je suis en train de marcher dans les bois, si je rêve de ça, ça a un sens particulier aussi. Et donc voilà, les sens nous communiquent énormément à travers la symbolique des rêves. Mais quand vous êtes réveillé, ce que vous ne savez pas forcément, c'est que vous rêvez éveillé aussi. La différence entre quand vous êtes réveillé ou quand vous rêvez, en soi, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire que si je vous demandais, c'est un peu le thème de Inception, hein, comment vous pouvez savoir que vous n'êtes pas dans un rêve? En fait, c'est une question piège parce que même quand vous êtes réveillé, la réalité que vous percevez est projetée à partir de votre propre psychisme. Ce qui veut dire que, en fait, vous rêvez éveillé. La seule différence à la limite, c'est que ce qui fait que votre psychisme projette la réalité de telle façon ou de telle autre, c'est que quand vous êtes réveillé, a priori, ça se fait quand même sur la base de ce que ressentent vos oreilles, vos yeux et vos 5 sens en fait. Alors que quand vous dormez, votre psychisme il commence à projeter un peu à partir de ce qu'il veut. Mais à la fin, on se retrouve dans une réalité projetée. Et c'est pour ça que des fois, les gens, il y a des quiproquos parce que les gens, ils se regardent pas, ils se voient pas vraiment l'un l'autre. Vous savez, des fois, on dit que, voilà, on a eu l'impression d'avoir un échange de cœur à cœur. Quand il y a un échange de cœur à cœur, ça veut dire que les deux rêveurs ont vu au-delà du rêve pour entrer en communication l'un avec l'autre, pour de vrai. Attendez, je regarde un peu devant. Voilà. Donc, quand deux personnes se touchent vraiment, communiquent vraiment, au-delà des projections, on dit qu'il y a eu un contact de cœur à cœur. Mais sinon, la plupart des gens, en réalité, la plupart des gens ne vous parlent pas. Ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur au début, quand on commence à s'en rendre compte, parce que à mesure qu'on prend conscience de certaines choses, des fois, on préfère fermer les yeux parce que la réalité est triste. Mais beaucoup de gens ne vous parlent pas. En fait, ils vous regardent dans les yeux comme ça. Hein. Mais au lieu de vous voir vous, ils voient une projection. Et ils parlent à cette projection. Et vous, ça vous est certainement déjà arrivé, des fois, par exemple, un ami de longue date, et vous vous rendez compte au bout de plusieurs années qu'en fait, il vous a jamais connu. Il vous a pris pour quelqu'un d'autre. Il vous a cru comme ci ou comme ça. Et le jour où en fait son comportement a reflété la façon qu'il avait de vous voir, vous vous êtes rendu compte qu'en fait depuis le début, cette relation n'existait pas. Et d'ailleurs, au final, j'imagine que chacun d'entre vous aura peut-être un exemple de situation un peu similaire. Et c'est pas pour rejeter la pierre à l'autre, parce que si moi, pendant tout ce temps, j'ai cru qu'il me voyait vraiment, c'est que je projetais sur lui quelqu'un qui est capable de me voir vraiment aussi. Donc les torts sont partagés, hein. C'est pas une question de jeter la pierre ou autre. C'est vraiment juste pour que vous captiez comment dirais-je, le principe, en fait, le concept de l'idée que j'essaie de vous communiquer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en lien avec le monde astral. Et bref, je vais passer au suivant, parce que, comme vous le constatez, je pourrais rester des heures et des heures et des heures sur chaque sphère. C'est peut-être ce qui se fera au final, au fil du temps. Il y aura peut-être une vidéo sur chaque sphère. Pour l'instant, voilà, on va essayer de faire concis. Donc, la suivante, c'est donc la 4e sphère, l'élément feu. Donc là, on est plutôt sur le mental. Alors je sais que dans certaines visions, c'est plutôt le feu qui représente les énergies et l'air le mental. Le plus important, c'est pas tellement de savoir à quel élément on fait correspondre. Le plus important, c'est d'identifier en soi les différentes parties de soi pour apprendre à travailler avec. Et après, tu le représentes par l'élément que tu veux. Je donne juste ce qui est communément admis
dans le symbolisme de la tétractys. Bref. Donc le plan mental, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est ce qu'on pourrait appeler le mental basique ou instinctif. Donc là, ça va être plutôt toutes les pensées qui sont en lien avec le monde matériel. C'est vraiment le coupeur de saucisson en tranches. C'est-à-dire que le mental, c'est quelque chose qui aime bien catégoriser, compter. Vous savez, en grec, on appelait ça le logos, et en latin, on appelait ça le ratio. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est cette partie de nous qui est le logos, qui est logique, hein, et c'est celle qui aime bien compter. Le ratio. On dit un ratio, c'est quoi? C'est 2 sur 5, par exemple. Voilà. On prend 2 et on le coupe en 5. Vous voyez, le mental, c'est ça, c'est des chiffres. Vous savez, aujourd'hui, on dit que les lettres, c'est un peu pour les gens perchés comme ça. Et puis étudier les mathématiques, c'est pour les intellectuels. Mais en fait, dans le temps, quand les gens étaient spirituels, en fait, le ratio, les mathématiques, c'était pour les vulgaires paysans, quoi. C'était eux, ils comptent leurs vaches, ils comptent les briques de lait, ils comptent les patates. Et puis les lettres, c'est abstrait, c'est les grandes idées, c'est en lien avec les sphères, la sphère suivante, la 5e. Donc c'était pas quelque chose de bas comme c'est devenu aujourd'hui, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, t'étudies la philosophie à l'école, ça vole pas bien haut, quoi. Comparé aux philosophies antiques du monde entier, tu te dis on est vraiment tombé bas, quoi. Et bref. Donc le mental, l'importance du plan mental et d'apprendre à le maîtriser, parce qu'on a tendance, nous aujourd'hui, déjà à s'identifier à notre mental. On a des pensées, elles émergent toutes seules, on est incapable de les stopper. Voilà, si je vous dis arrêtez éteignez la petite voix dans votre tête plus de 3 secondes, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui arrive. Et en vérité, ça c'est un problème. C'est une sorte de maladie mentale en fait. Normalement, l'être humain, il sait utiliser son mental quand il y en a besoin, et puis il sait l'arrêter quand il n'y en a plus besoin. Le silence intérieur, c'est une des conditions sine qua non pour élever la conscience au plan supérieur. Donc les 3 plans qui suivent sont un peu plus compliqués à comprendre, parce que du coup c'est quelque chose dont on ne fait pas l'expérience quotidiennement, ou alors on peut en faire l'expérience mais sans même le savoir, parce que peut-être que certains d'entre vous ont vécu des expériences un peu particulières, perturbantes, que ce soit des rêves prémonitoires, que ce soit des visions, n'importe quelle expérience en fait un petit peu surnaturelle. Et donc voilà, en fait les 4 premiers plans, donc le premier étage de la montagne, on va dire, c'est un peu la nature. Et puis dès qu'on passe au plan suivant, on commence à toucher au surnaturel. Donc c'est là où je commence à perdre en fait la majorité des gens du quotidien. Parce que la plupart des gens du quotidien ne croient pas. Déjà quand je leur parle d'énergie ou quoi, déjà ils se disent ouais peut-être pourquoi pas, mais c'est tout. Mais alors la suite, c'est même pas la peine de leur en parler. Et ouais, je pense qu'on fera une vidéo spécifique pour la suite. En tout cas, la 5e, je vais quand même vous parler un petit peu de la 5e sphère. La 5e sphère, en fait, c'est là où se situe l'essence en tant que telle. Donc vous voyez, elle est au-dessus de tout le reste, et c'est vraiment la partie la plus profonde de votre individualité, sachant qu'en fait tout ce qui est au-delà, c'est pas vous avec votre mental, etc., qui êtes capable de le voir et de le sentir et de le percevoir, ça va être votre essence. En fait, l'essence, c'est l'œil à travers lequel on regarde dans le monde intérieur, dans les plans supérieurs. Donc tant que vous n'avez pas commencé un minimum à libérer votre essence,
et ben celle-ci ne sera pas capable de voir les plans au-dessus, et c'est pour ça que je vais pas vous expliciter ce à quoi correspondent les sphères supérieures. En tout cas, je vais quand même vous dire que pour tous ceux qui ont entendu parler des guides spirituels, il y en a qui communiquent avec leurs guides, alors soit qu'ils les voient directement, soit qu'ils leur parlent que dans leurs rêves, soit qui leur parlent via des outils, hein. Par exemple, quand vous tirez le tarot ou n'importe quel oracle, ce n'est pas vous, c'est pas le hasard qui fait que vous piochez telle carte, c'est vos guides qui piochent à travers vos mains, parce qu'eux ils savent quelle carte, même si elle est retournée, ils savent quelle carte ils tirent, et donc c'est un moyen pour eux de communiquer avec vous. Donc voilà, toutes les sphères au-dessus, ça va représenter vos guides. Et la 5e sphère, c'est votre essence spirituelle, votre Bouddha intérieur. Et désolé, j'ai pas du tout cadré tout le long de la vidéo. J'ai un peu la crampe au bout du bras. et en fait, moi, mon unique but en tant que prof de Reiki, en tant qu'enseignant spirituel avec de très très gros guillemets, c'est simplement de vous amener à découvrir votre essence, vous apprendre comment la délivrer, hein, c'est le sens en fait de la voie du guerrier intérieur, c'est de savoir trancher les agrégats psychologiques, les égos, pour libérer le fragment d'essence qui est contenu, qu'elle rejoigne, qu'en fait votre ego il est à tous les niveaux, il est dans toutes les sphères inférieures, ainsi que dans la 5e sphère. Et grâce à l'alchimie interne, grâce à la lutte du guerrier intérieur, vous pouvez libérer toute l'énergie de l'essence qui est enfermée dans les 4 niveaux inférieurs pour les ramener à la 5e sphère et reconstituer votre 5e sphère en fait, et libérer votre essence. Et une fois qu'elle est libérée, enfin du moins à mesure qu'elle se libère, eh bien vous commencez à sentir et prendre conscience des plans supérieurs, et par là même vous commencez à entrer en communication avec votre guide interne. En fait il n'y en a qu'un, d'ailleurs c'est le même pour tous, c'est Dieu si on veut l'appeler comme ça, même si le mot est un petit peu parfois tabou pour certains, même des gens qui se disent spirituels mais qui n'aiment pas le mot divin ou Dieu, alors que c'est la même chose, mais bon bref. Et donc, mais en fait, ce guide-là, il prend une forme unique en chacun de nous. Et cette forme unique peut même se subdiviser en plein de petites formes. Et c'est pour ça qu'on peut parler de guide au pluriel. On peut dire que déjà, il y en a un principal à chaque sphère. Et que même chaque sphère peut se subdiviser, etc. C'est un peu fractal, tout ça. Donc voilà, je ne rentre pas dans trop de détails pour pas vous perdre. Mais voilà, moi mon but en tant que prof de Reiki et enseignant spirituel entre guillemets, c'est simplement de vous transmettre ce qui moi m'a permis au fil des années de pratique d'en arriver au point où j'en suis, c'est-à-dire d'être en communication directe avec vos guides. Et ensuite, voilà, en gros le guide sur la montagne, il descend à la 10e sphère. Il va chercher les gens, il les emmène jusqu'à la 5e ou la 6e. Et puis il redescend pour aller chercher d'autres personnes. Et vous, à la 6e, vous êtes en communication avec votre propre maître interne et vous continuez votre chemin tout seul. Alors ça ne veut pas dire que je vous abandonne et que je vous connais plus, mais ça veut dire qu'à partir de là, on est compagnons. Et moi j'abandonne volontiers l'étiquette de maître. Et puis si votre propre guide vous permet d'avancer plus vite que moi et qu'à la fin c'est vous qui me transmettez vos connaissances, ce sera tout bénef pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. J'ai fini ma balade, je vous souhaite le meilleur. À plus.